J'ai adoré ce livre, il m'a bouleversée, mais je ne dirais pas que tout est noir ou tout est blanc. Bonjour, je m'appelle Sohna Maguette Sidibé, j'ai 23 ans et je suis étudiante en ingénierie génie industriel. Je suis d'origine sénégalaise et malienne et je suis artiste peintre autodidacte aussi. Alors, mon histoire avec la lecture date depuis mon enfance. Je n'ai pas grandi dans un environnement où j'étais influencée par mon entourage pour lire. Donc, c'était plus de la curiosité pour la lecture. Je paquerisais les livres pour le plaisir et j'allais toujours chercher encore plus des livres qui étaient au-dessus de ma classe, par exemple la terminale, et c'était par plaisir. Actuellement, je lis de tout. Quand je dis de tout, c'est les différents continents. J'essaie de diversifier mes lectures, que ce soit romans, que ce soit des nouvelles, que ce soit des essais. Le but est d'apprendre et aussi de découvrir, de sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de Chimamanda Ngozi Adichie, plus particulièrement l'Hibiscus pourpre. Alors, en lisant le livre, je ne savais pas que c'était son premier livre. J'avais eu à lire d'autres de ses livres, comme L'autre moitié du soleil ou encore le manifeste sur le féminisme. Mais je ne savais pas que c'était son premier livre, tellement que c'est mon coup de cœur. Et en plus, il est très bien écrit par rapport aux autres, je trouve. Mais pour une brève présentation de Chimamanda, c'est une écrivaine nigériane, plus encore connue pour son militantisme féministe. Pour une petite présentation du livre, je ne vais pas dire de quoi parle le livre parce que ça parle de beaucoup de choses, beaucoup de thèmes sont abordés. Je dirais que ça parle d'une petite fille qui grandit dans une famille catholique et très stricte avec un père très violent. Et pour la construction du livre, je reviens dessus parce que Chimamanda fait le choix d'écrire ce livre à la première personne du singulier. Et cela permet d'observer le livre, de lire le livre à travers la petite fille. On se met dans sa peau, on essaie de comprendre ses traumas, ses craintes, ses peurs et des fois même ses découvertes. Pour les thèmes, il y a énormément de thèmes qui ont été abordés dans le livre. Mais avant de les aborder, on va d'abord faire une petite présentation de la famille du personnage principal qui est Kambili. Il y a son père Eugène, qui est un homme religieux, qui gère une église et aussi qui a un journal, Le Standard, qui dénonce la corruption dans le gouvernement. Il y a sa maman, qui est Béatrice, dont je pense qu'on a parlé, on a nommé son nom qu'une seule fois dans le livre, ou 2 fois maximum. Et il y a son frère, Jaja. Pour le premier thème dont je parlerai, c'est la violence familiale. Parce que la violence est subie et par la maman et par les enfants aussi, de la part du patriarche. Eugène est connu dans la ville comme étant un homme religieux très généreux, qui est au don de l'église et des gens qui n'hésitent pas à secourir. Mais dans sa maison, c'est un tyran. Eugène est connu comme étant un patriarche dans sa famille très violent, mais dehors, il est peint comme étant un prêtre qui est au service de la population, très généreux, qui n'hésite pas à secourir ou à dépenser pour les autres. Mais dans sa famille, c'est un autre personnage. Il est violent, il contrôle la vie de ses enfants et de sa femme, leur sortie, et même pour ses enfants, il établit des emplois du temps au millimètre près. Il contrôle leurs heures de bavardage, il contrôle leurs heures de travail à la maison, il contrôle leurs heures même de sortie de l'école, la distance entre l'école et la maison. Il n'hésite pas à les punir quand il le faut. Et ces punitions sont basées sur le diable s'empare de vous. Et d'ailleurs, avec ce contrôle qu'il fait et qu'il a sur ses enfants, les répercussions se sentent plus sur la façon d'utiliser la parole. Par exemple, Kambili, elle
Elle doit contrôler son habillement, elle doit contrôler ce qu'elle doit dire ou ce qu'elle ne doit pas dire. Quand Billy ne sait plus quand est-ce qu'il faut prendre la parole, quand elle n'est plus chez elle, elle ne sait plus si elle a le droit ou pas de parler avec ses cousins. Elle se retrouve chez sa tante, la sœur de son père. Et on se rend compte que la domination ou la violence qui a été subie ne se résume pas seulement au physique. Les conséquences sont plus mentales. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand Billy, elle idéalise son père. Pour elle, son père, c'est presque au même piédestal que Dieu. Tout ce que son père fait, c'est excellent. Tout ce qu'il dit, c'est bien. On ne remet pas en question sa parole. Et chez son frère Jaja, on sent moins l'emprise du père. Parce qu'il y a une sorte de rébellion silencieuse qui naît en lui. Même s'il ne parle pas, même s'il n'ose pas, dans ses actes, on sent qu'il est un peu réticent par rapport aux démarches de son papa. Et cette emprise qu'il avait, cette petite emprise qu'il avait sur Jaja va disparaître quand Billy et son frère iront voir leur tante pendant une semaine et qu'ils vont découvrir autre chose, un autre environnement qui n'a rien à voir avec leur famille. Et cette rébellion qui naissait chez Jaja, le frère, va se dévoiler. Alors dans ce livre, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. Le premier étant pour moi la violence familiale, parce que le père de famille, Eugène, est un homme religieux, très respecté dans la ville et très généreux, connu pour sa piété, son don de l'aumône. Mais dès qu'il est en famille avec sa femme et ses enfants, c'est une autre personne. Il contrôle leur vie à la minute près. Il rédige même des emplois du temps très millimétrés pour ses enfants. Toujours sur le thème de la violence familiale, cette violence est toujours aperçue chez la sœur d'Eugène, Ifeoma, qui est une universitaire. La différence est que Ifeoma explique pourquoi elle fait preuve de violence. Même dans le récit, c'est décrit comme par nécessité. Elle explique à ses enfants pourquoi elle les punit, ce que Eugène ne fait pas, alors que Ifeoma instaure la discussion, le dialogue avec ses enfants. Elle n'hésite pas à les réprimander jusqu'à en venir aux mains, mais toujours dans l'explication. Le deuxième thème dont je parlerai, c'est la violence conjugale. À la différence de la violence familiale, la violence conjugale que subit la femme d'Eugène est décrite plus subtilement, peut-être par pudeur ou peut-être pour se mettre à la place de la société, comment la violence conjugale est vécue ou comment la violence conjugale est perçue. Je m'explique. Tout au long du récit, on devine que la femme a été battue, qu'elle a subi des fausses couches. Sauf qu'elle ne dit pas les termes explicitement, à la différence des violences que les enfants ont subies. Peut-être c'est un choix. Je ne sais toujours pas si c'est un choix pour être subtil ou c'est par pudeur ou c'est pour la société qui se rende compte de comment ils voient les choses. Mais c'était très frappant cette démarcation entre la violence familiale et la violence conjugale. Et même les traumas de la maman, la femme d'Eugène, sont décrits aussi subtilement. Parce qu'au début du livre, on nous parle de figurines. Elle collectionne des figurines qu'elle nettoie et un jour, le père Eugène va les casser. Et tout au long, on se rend compte que ce sont les fausses couches qu'elle a vécues, qu'elle matérialise avec des figurines. Et c'est comme c'était son havre de paix. Elle essayait de se conforter dans le fait que tout va bien, jusqu'au jour où Eugène casse ses figurines. Et là, il y a eu une rébellion silencieuse, mais qui a eu son effet. Le troisième thème que j'ai souligné dans ce livre, c'est le conflit entre le christianisme et le culte des ancêtres. En fait, Eugène, le père de famille, il ne parle pas à son père, parce que ce dernier est un traditionnaliste, comme l'appelle sa sœur Ifeoma.
Et il interdit même ses enfants de lui rendre visite ou de manger la même chose que lui, sous prétexte que ça ne se fait pas. On peut deviner que c'est un fanatique. Mais à côté, il y a Ifeoma qui est décrite comme étant la personne qui incarne les deux croyances, c'est-à-dire le christianisme et le culte des ancêtres. Elle mélange même les chants Igbo lors des prières, ce que Eugène ne supporte pas, parce que pour lui, c'est une abomination. L'autre thème qui a été abordé aussi dans ce livre, c'est la corruption dans le gouvernement militaire. C'est un thème qui est abordé en parallèle de l'histoire du récit de la famille. Eugène tient un journal nommé Le Standard, où il dénonce la corruption du gouvernement. Il a été menacé, il a reçu des pots de vin qu'il a refusés, et ça ne l'a pas arrêté. Il promeut la liberté d'expression au même titre que sa sœur l'universitaire, Ifeoma. Mais jusqu'à ce que son journaliste soit assassiné, il n'a pas arrêté. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à perdre un peu les pédales, on va dire. Et le dernier thème dont je parlerai, ce sera la fuite des cerveaux. Chimamanda n'en parle pas beaucoup, je trouve, dans ce livre, mais on peut l'apercevoir avec Ifeoma. Ifeoma, dans son université, est une activiste. Et avec le gouvernement militaire, ils ont reçu des menaces et l'université s'est retrouvée en danger. Donc, sentant que sa famille était en danger et elle-même, elle était en danger, de plus, elle n'arrivait pas à évoluer sur le plan professionnel à l'université, elle a décidé de fuir et d'aller en Amérique pour, elle espère, avoir une évolution sur le plan professionnel. Bon, pour les passages préférés, j'en citerai que deux, même s'il y en a beaucoup. Le premier passage préféré, c'est le séjour de Kambili chez sa tante Ifeoma. Tout au long du séjour, il y a une prise de conscience qui se fait chez Kambili. Et c'était très bouleversant parce qu'elle se rend compte qu'elle ne sait pas sourire, qu'elle ne sait pas parler, qu'elle ne sait pas discuter, qu'elle ne sait pas exprimer ce qu'elle ressent. Et le plus frappant, ça a été quand elle a entendu son rire. Elle s'est remise en question en se disant « mais c'est la première fois qu'elle s'entend rire ». C'était bouleversant, ça peut être anodin pour certains, mais pour une jeune fille comme elle qui a vécu dans une famille où son corps était contrôlé et son temps de bavardage était contrôlé, c'est très bouleversant. Et ça m'a marqué par rapport à mon histoire personnelle parce que cette prise de conscience de la parole qui a été arrachée, je l'ai ressenti, cette prise de conscience, c'est quelque chose que j'ai ressenti, que je ne savais pas comment exprimer ce que je ressens, ni prendre parole et juste dire mes opinions sur des sujets. Mon deuxième passage préféré est une petite phrase que Kambili dit à la page 265. Je cite « Les hibiscus n'aimaient pas avoir trop d'eau, mais ils n'aimaient pas être trop secs non plus. » Quand elle dit ça, elle nous décrit les yeux de Jaja qui brillaient en parlant des hibiscus. C'est comme une sorte de liberté naissante. Je l'ai interprété comme ça. Parce qu'au début du livre, il y a Kambili qui nous parle du défi de Jaja face à leur père. Et elle nous dit « Le défi de Jaja me semblait à présent similaire aux hibiscus pourpres expérimentaux de tante Ifeoma. Rares, chargés des parfums de la liberté, une liberté différente de celle que les foules agitant des feuilles vertes scandaient à Government Square après le coup d'État. Une liberté d'être, de faire. » Alors mon sentiment en refermant ce livre était très perplexe parce que chaque personnage est complexe. La construction de chacun des personnages est très compliquée à catégoriser en mode c'est le méchant, c'est le gentil. Parce qu'ils sont tous, j'ai envie de dire, contradictoires à des degrés différents. Par exemple, le père, c'est mon personnage préféré, même s'il est violent, il est fanatique. Mais il y a cette partie de lui où il est violent envers sa famille. En même temps, il y a cette partie où il regrette, il est triste et il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait.
c'est comme une aliénation. Et je me sentais triste et en colère en même temps contre lui. Donc, on ne peut pas catégoriser en mode il est gentil, oui, mais je suis d'accord avec lui sur ce sujet. Parce que quand le livre on va continuer sur la lecture, on va se rendre compte qu'en fait, j'étais d'accord avec lui, mais là, je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. Et c'est comme dit Amélie Nothomb, chaque être humain a le droit d'être en contradiction avec soi-même. Donc, je pense que c'est ce que Chimamanda a essayé de mettre en évidence aussi. Et aussi, il y a cette histoire de dosage dans tout acte qui se reflète dans le livre. Donc, je suis perplexe. J'ai adoré ce livre, il m'a bouleversée. Mais je ne dirais pas que tout est noir, tout est blanc. Alors, je vais parler du style de Chimamanda à travers ce livre. Bon, il y a des écrivains qui ont plusieurs styles et je n'aime pas enfermer les écrivains dans un style. Et c'est à raison avec Chimamanda. Tous ces autres livres que j'ai lus, j'étais impatiente parce que je trouvais qu'elle prenait du temps sur la description, sur certains faits. Je me disais que le livre est lent, mais pourquoi elle met autant de temps? Mais avec ce livre, je n'ai pas senti cette lenteur. Chimamanda a un style très simple pour une écrivaine qui aborde des sujets très sensibles et des fois très violents. Et je trouve que dans ce livre, elle laisse de la place au lecteur et son écriture est oxygénée. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on n'est pas en apnée, on respire, on apprécie les phrases, on apprécie les textes, sans pour autant courir. Parce qu'il y a des livres qui font courir, je pense à Stefan Zweig quand je dis ça. Autre chose que j'apprécie chez Chimamanda, c'est qu'elle promeut les langues nigérianes. Elle inclut des termes Igbo ou elle le dit même à la fin du livre, elle préfère ne pas dire de quelle ethnie viennent les termes. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié. On apprend à travers ses livres, la culture nigériane. Alors pour les conseils de lecture, je vais suggérer en premier Reste avec moi d'Ayobami Adebayo, qui ressemble un peu sur le style à l'hibiscus pourpre. L'histoire, c'est pas la même chose, hein, mais je pense que vous aimerez. C'est un masterclass. En deuxième, je vais suggérer Terre Sainte de Mugar Sarr. S'il y a un livre de Mugar à lire, un seul, ce serait Terre Sainte pour moi. C'est un livre basé sur des faits réels. L'histoire est excellente. Même si je trouve qu'en refermant ce livre, je n'avais pas le sentiment que l'écrivain était présent. Bon, à part La plus secrète mémoire des hommes, j'ai envie de dire que je ne sentais pas Mugar dans ses autres livres, mais Terre Sainte reste mon préféré de cet écrivain. En troisième, je suggère Ségou de Maryse Condé, en 2 tomes. C'est un roman historique qui, j'admets, demande de la rigueur dans la lecture parce que l'histoire, c'est sur plusieurs générations, sur plusieurs pays. Mais je trouve qu'il est intéressant de lire ce livre pour en apprendre plus sur notre histoire en Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et il y a ce sujet de l'esclavage, surtout l'arrivée de l'islam en Afrique de l'Ouest qui est abordé. C'est très intéressant. Bon, c'est un peu bouleversant aussi, j'ai envie de dire. Et en dernier, je vais suggérer le livre de Felwine Sarr, Les lieux qu'habitent mes rêves. Un livre assez spirituel qui se passe sur 2 pays, 2 continents. Mais je pense que juste pour la dimension un peu spirituelle, c'est à lire. C'est un coup de cœur 2022.